Alors bonjour Pierre, Bon, c'est la deuxième fois qu'on se croise là en si peu de temps. Tu c'est fais le Tour de ça, France? tout à fait. Et oui, effectivement, donc oui, on s'était vu à Westurland pour le beau festival rennais. Et puis là, on est de retour maintenant à Rennes, pardon, à Angers. Oh là là, La belle ville d'Angers, c'est la bière ça. c'est ça. À Angers pour le beau festival des Imaginaires, donc des 13 et 14 mai. Voilà. Et là aujourd'hui, je voulais parler essentiellement de The Hate List, Oui. ton huitième roman, pour de vrai. Alors, ouais, pour de vrai, il y a eu juste une petite trichouille puisque le livre numéro 9 que j'avais écrit après est sorti avant. Voilà, donc les joies éditoriales qui fait que parfois les choses peuvent changer, mais effectivement, ça a bien été mon huitième roman qui est paru au mois d'octobre, voilà, 8 toujours, au mois d'octobre 2022. Octobre, c'est 10. C'est 10 octobre? Oh, C'est pas grave, c'est la octo magie. 8 Ah oui, DK. c'est le dixième mois. Ah oui, mais Ah octo. oui, bah oui, t'as raison. Bah voilà, comme ça, c'est fait. Et moi, j'avais une question. Hate pour l'huit, mais aussi pour haïr. Oui. Est-ce qu'on aime détester? Ah, peut-être qu'on aime détester. En tout cas, je pense on est tous un petit peu enclins à minima à l'envie, à la jalousie, parfois à se fâcher contre quelqu'un. Alors après, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, ça fait partie, c'est une partie inhérente de la nature humaine parfois que d'aller jusqu'à la haine. Alors, effectivement, là, le mot peut paraître fort. Derrière ce mot, on peut mettre 1000 réalités différentes, 1000 degrés de détestation, 1000 degrés de jalousie, de rancœur, d'amertume. La tentation du jeu de mots était grande entre le hate et hate. Mais oui, je pense que euh, quelque part, ça fait partie du cycle naturel qu'à un moment donné d'éprouver ce sentiment-là. Oui. Et du coup, Thomas, il crée cette application, Ouais. il imagine cette application Alors, tout au moins, c'est ça. et derrière, cette liste, c'est lui-non. Thomas, il a une idée qu'il juge brillante, celle d'une application pour smartphone, où l'usager mettrait les 8 noms des gens qu'il aime le moins. Ça fait un tabac, puisque l'application devient, peut-être pas immédiatement, mais petit à petit, un géant planétaire des réseaux sociaux. 1 milliard d'utilisateurs qui vont tous, les uns après les autres, se nommer les uns envers les autres, se critiquer. Et puis le pire, c'est que lorsque votre nom apparaît sur une liste, on reçoit une notification nous poussant à réagir, à nous-mêmes s'investir sur ce réseau social qui va monétiser la haine. On connaît Tinder, on connaît Mythique, bah là on a l'équivalent, mais pour ce sentiment-là. Pourtant, on pourrait se penser, puisque cette liste est une liste figée, fermée, Oui, elle ne bouge que si quelqu'un la quitte oui, définitivement, oui. les gens pourraient adhérer à ce principe Alors, fermé. j'ai beaucoup réfléchi à la chose. Alors effectivement, une fois que l'on a noté un nom, en théorie, on ne peut plus l'enlever. On peut intervertir, par exemple, si on a mis quelqu'un en rang numéro 1, on peut le baisser, le mettre en rang numéro 2. Voilà. Donc, si à un moment donné, on a une haine féroce contre un homme politique, c'est à la mode en ce moment, eh bien, hop, on peut changer l'ordre, mais on ne peut pas l'enlever. Ce qui veut dire que mettre quelqu'un de jeune, eh bien, il faut attendre peut-être que la nature fasse les choses et que la mort emporte le nom de la personne et la personne elle-même. Euh, si on met une personne qui est fictionnelle, comme le comte Dracula par exemple, ou King Kong, je dis n'importe quoi, eh bien là ça restera à tout jamais. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers temps, on a tendance à voir plutôt, sans divulgacher le propos, Oui, on a tendance à voir plutôt une haine de proximité. oui. Le voisin, la tondeuse, ce genre de... Alors, il n'y a pas l'exemple du voisin et de la tondeuse d'ailleurs, Alors en fait, mais ça s'étend. il y a plusieurs écoles. Alors, on aura des personnes qui auront le sens du bien commun, de l'intérêt général, c'est-à-dire qui se diront pour le bien de l'humanité, ce serait bien qu'il y ait des personnes en moins où j'ai besoin de désigner, de pointer du doigt les personnes qui provoquent le mal. Voilà. Et il y en a d'autres au contraire qui verront plutôt l'intérêt particulier, qui, comme tu l'as dit, vont plutôt nommer le voisin, un membre de la famille, un cousin, que sais-je. Voilà. Donc effectivement, on peut avoir cette confrontation, ce conflit d'intérêts. Est-ce que dans un élan cathartique, est-ce que je me fais du bien à moi ou à l'ensemble De la de la communauté. communauté, oui. Ce qui,
ce qui m'a intéressé aussi, c'est le côté social qu'il y a dans cette dimension-là. Alors, dans un premier temps, on a un peu l'impression que c'est une façon d'extérioriser sa haine, quelque chose qui ne fait pas mal. Non. Et c'était un peu l'idée de l'application. Alors, en tout cas, dans l'argumentaire commercial, tel que c'est présenté dans le livre, c'est vu comme étant gratuit, c'est vu comme étant une solution permettant d'éviter une peine de prison, d'éviter la dispute, la querelle. Voilà, si on est un petit peu lâche, bah, ça peut être une solution. Donc effectivement, en tout cas, c'est vendu par le héros, par Thomas, comme une solution, et c'est fou que de le dire, une solution de paix sociale. De pouvoir libérer ce qui est en nous, le monstre qui est en nous, de pouvoir voilà, dire ce qu'on a envie de dire, de se lâcher. Et voilà, c'est vu comme étant finalement comme étant facteur de bien. Alors évidemment, dans le livre, sans effectivement dévoiler l'ensemble des ressorts de l'intrigue, on se rend compte que non, cette application va avoir des conséquences absolument terribles. On peut imaginer donc des divorces qui se passent très mal et la personne, par exemple la femme qui se plaint de ce que son mari l'a placée sur une liste. On peut imaginer tous les ravages que ça peut faire dans une cour d'école, à la récréation. On peut imaginer, on sait bien comment sont les enfants et dans le livre, on imagine que pour appâter encore plus de segments de population, plus de cibles encore, eh bien, on a créé l'application 8 Kids. Donc c'est absolument terrible, c'est absolument amoral, et malheureusement, c'est très réaliste. Oui, et le sujet qui m'a le plus interpellé, c'est ce moment où ça bascule. C'est-à-dire ce moment où cette application, Oui. on a l'impression qu'elle a un écho en vrai. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'histoire de Samuel Paty, Oui. avec une haine qui démarre sur un réseau social privé, Oui. il se passe rien, et à un moment, ça déborde sur le réel. Oui, et on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et souvent on est dans l'offuscation, on se dit, ah oui, un tel il m'a fait ci, un tel il a fait ça, et on s'en plaint, et nos plaintes peuvent être récupérées. On l'a vu avec malheureusement l'affaire Samuel Paty. Ça a pris des proportions absolument terribles, puisqu'on a vu que cette affaire-là, notamment, a eu des répercussions jusqu'au Pakistan. On voyait des personnes qui prenaient fait et cause dans cette affaire-là, qui pourtant s'est déroulée à des milliers de kilomètres. Ce que j'ai essayé de faire comprendre à travers ce livre, c'est que là, on a affaire à un réseau social planétaire, avec un impact planétaire. Et alors, le côté fun, c'est que si on clique sur un nom, on peut dire, ah tiens, il y a tant de millions de personnes qui partagent ma haine. Et puis, il y a le côté un petit peu moins fun. On se rend compte que on va avoir par exemple des gens qui vont déborder, qui vont dériver. J'évoque même, sans trop rentrer dans le détail dans le livre, l'hypothèse d'un sequel killer, donc quelqu'un qui s'empare même du principe de la liste et qui veut purger une partie de la population des éléments qu'il estime impurs. Et au-delà de ça, le personnage qu'on pourrait imaginer finalement comme un homme mauvais, j'ai pas eu le ressenti d'un homme mauvais, j'ai eu l'impression d'un homme qui a une idée, qui pense que l'idée est bonne, et on retrouve un peu tous ces grands noms, les Zuckerberg, et plus particulièrement, alors Travis Kalanick, j'ai été chercher son nom, le patron d'Uber, pour tout un tas d'autres raisons aussi, dont je parlerai après. Est-ce que c'était des références en clair? Ouais, oui, Thomas, c'est un agrégat de ces grands manias. Alors, on peut on peut s'en plaindre, on peut les vouer à toute l'hégémonie possible. Oui, ils sont captivés par l'argent. Il y a une espèce de soif inaltérable, une ambition contre laquelle enfin, on a du mal à la comprendre. Parce qu'on se dit à partir de quand, à partir de combien de millions, de milliards de dollars on peut se satisfaire de ce que l'on a. Et ces gens-là ont une soif inaltérable, comme si le monde était un objet qu'il faut conquérir à tout prix. Alors oui, le héros peut être vu comme étant mauvais, mais ce serait simpliste. Ce serait voir le personnage trop à la surface. Je crois qu'en Thomas, il y a un petit peu de nous aussi. Alors peut-être qu'on ne peut pas le taxer de naïveté. Je veux dire que cette application-là
Au fond, lui, il sait pertinemment qu'à à trop monétiser le mal, c'est forcément s'il joue avec le feu. Mais ça fait depuis longtemps que l'humanité joue avec le feu. Souvent, on oublie que c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. On l'a vu avec Oppenheimer, on l'a vu récemment avec les intelligences artificielles. Souvent, les hommes, quand ils peuvent faire quelque chose, ils le font. Se pose pas forcément la question attendue, mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que l'éthique, la morale m'en empêche? Il n'est pas meilleur que nous, Thomas. Il a eu cette idée, il a enclenché, il l'a financé, il a mesuré la possibilité du succès ou de la défaite, mais tout ce qui arrive après, alors on peut le déplorer, mais de la même manière qu'Elon Musk, on va pas pouvoir lui mettre sur le dos tous les torts du monde non plus. C'est vrai. Et dans le personnage de Thomas, alors, il y a deux aspects qui continuent aussi à couler un peu. Il y a Oui, sa dimension sociale avec sa famille, enfin vraiment la famille. oui, Et celui qui m'a intéressé et qui m'intéresse pour avoir ce feedback-là, on est le management. C'est-à-dire que quand on parle management aujourd'hui, on parle énormément de bienveillance, de respect du collaborateur, etc. Et le oui, personnage que tu décris en termes de management, il est à tout l'opposé, oui. qui correspond à une réalité aussi d'un certain Oui, nombre d'entreprises. oui, pour avoir fait quelques recherches pour savoir un petit peu comment ça se passait dans le milieu des GAFAM, hein, de ces très grandes entreprises comme Facebook ou Amazon, on se rend compte que le management, il est terrible. Oui, on a tous entendu ces histoires d'employés Amazon qui, pour se soulager, parfois se servaient de bouteilles. On a entendu des histoires absolument terribles. Et le pire, c'est que la réalité souvent dépasse la fiction. Oui, certaines entreprises américaines proposent la congélation des ovocytes pour les employés. Oui, on est parfois sur du management plutôt maléfique, puisque finalement on encourage les employés entre eux à mal se conduire. Donc quelque part, ce que j'ai illustré, la manière dont ça se passe dans le Eightplex, hein, le bâtiment où les décisions sont prises, ça renvoie à des réalités malheureusement contemporaines. Avec un grand paradoxe, c'est que la description qui est faite des bâtiments, d'ailleurs c'est aussi le cas pour les bâtiments de Google, de Oui, Microsoft, etc. oui. Les bâtiments respirent le bien-être avec de la verdure, Oui, etc. ben oui, oui. Et tout à l'opposé du mode de fonctionnement de Oui, l'entreprise. mais encore une fois, on est pétri de bons sentiments et de bonne volonté, mais ça n'empêche pas que ce que l'on fait au final, on le fait au nom de l'argent. Donc oui, on peut avoir un cadre superbe et des N+1, des N+2 absolument terribles. Ah, mais je pense qu'on est tous au courant un petit peu de ça. Et la dimension dans laquelle j'ai l'impression quand même que ton personnage souffre beaucoup, c'est sa dimension familiale, Oui. puisque tout est régi, tout est géré comme l'entreprise. En tout cas, c'est le sentiment que ça m'a donné. Oui, alors c'est quelqu'un euh, qui vient d'un milieu pauvre, en tout cas ouvrier, dont la famille vient de l'immigration italienne, qui lui-même vient de Belgique. Il a réussi, par son intelligence, à se frayer un chemin dans la tech londonienne. Euh, mais cette ambition-là, effectivement, il a du mal à s'en départir, même dans son milieu familial, même dans son milieu intime, ce qui va provoquer des dégâts absolument terribles pour son mariage. Alors là aussi, on ne va pas forcément déflorer les choses, mais il peut avoir une attitude parfois qui peut paraître brusque, presque mathématique, presque très très froide à l'égard de sa famille. Mais encore une fois, rien n'est gratuit. Dans ce livre, en matière de psychologie, tout est explicable, tout est expliqué. Euh, Justifiable, ça je ne sais pas. Après, on peut plus ou moins comprendre le personnage, mais en tout cas, la gratuité ne fait pas partie de ce que j'ai voulu apporter dans ce livre. Avec en plus des dimensions autour du piratage, de la gestion des données, etc. Des propos, bien évidemment, qui n'existent pas. Ah, on est en... Là, la question de la big data, la question de la collecte de nos données personnelles, c'est une question qui demeure. On en est un peu plus conscient aujourd'hui, on est un peu moins naïf tous par rapport à Internet, par rapport aux conditions générales d'utilisation, par rapport
euh, aux cookies par exemple, donc on est beaucoup moins naïf. Néanmoins, on est tous des enfants avec un jouet que l'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que nos données circulent, nos données sont vendues, revendues, vendues 10 fois, 100 fois, et on n'a pas la main dessus. Euh, c'est aussi bien les données que l'on va rentrer pour jouer à un jeu vidéo, que l'on va rentrer pour accéder à tel site d'information. Je vais changer un peu de sujet. C'est pas le seul livre que tu as sur Non, la dernière année, hein. non, Donc, non. on a aussi aux éditions 11-15 est sortie Oui, la trilogie du singe. Tu oui, peux nous en parler un peu? oui, bien sûr. Alors j'étais très heureux de proposer aux éditions 11-15 trois textes d'Uchronie qui étaient apparus auparavant dans les dimensions Uchronie chez Rivière Blanche. Et l'idée, c'était de proposer des textes où la thématique centrale était celle du singe, à savoir que nous sommes tous le singe de quelqu'un. Donc, à travers cette phrase un petit peu cryptique, j'imaginais par exemple une France où la lutte pour les droits civiques aurait lieu et non pas aux États-Unis. J'imagine une Bretagne coupée du reste du continent et ce vieil empire breton eh bien, persiste à vouloir survivre. J'imaginais également un Kaiser Kong avec un King Kong qui tombe aux mains des nazis qui veulent leur faire une arme maîtresse. Tout ça pour dire que nous sommes tous singes de quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que je voulais travailler autour de la notion d'asservissement, la notion de la soumission, à travers trois textes très différents, tant par le style que par les époques utilisées. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le format de la nouvelle? Quelle différence pour toi avec un... Alors, la différence, c'est le souci à la fois de concision. Après, on retrouve les mêmes ressorts que pour une intrigue plus longue. C'est juste que, en matière de développement, évidemment, on n'aura pas forcément les mêmes libertés, mais c'est cette contrainte autour de la nouvelle, cette contrainte du temps, de la taille, qui fait que le texte peut être beau aussi. Alors, je ne crois pas forcément dans l'idée que la nouvelle doit forcément être une nouvelle à chute ou qu'il doit y avoir une espèce de renversement total à la fin. Mais en tout cas, l'exercice en lui-même me plaît beaucoup. C'est comme une respiration entre deux efforts littéraires un petit peu plus intenses. Et puis l'Uchronie, c'est un domaine Oui, qui te botte particulièrement. ouais, en tant que prof d'histoire, jouer avec l'histoire, jouer avec le temps et imaginer d'autres lignes narratives possibles, oui, c'est toujours sympa, quoi. Donc, imaginez une lutte des droits civiques en France, imaginez que Laval est devenu président en France après la Seconde Guerre mondiale, que Mérine, d'un coup, c'est l'équivalent d'un Martin Luther King, que Johnny Hallyday, d'un coup, devient une espèce d'idolier, mais en pointe dans la lutte pour les droits civiques, ça permet de jouer avec le temps, de s'amuser. Oui. D'accord. Bah, j'aurais une dernière question pour toi avant de conclure. C'est quoi la suite? La suite, alors j'ai bouclé un manuscrit qui traite des Pyrénées dans les années 1920, qui traite d'un mâle ancien qui rôde au sommet d'une montagne. Voilà, donc ça, le bouquin est en version 1 et va être retravaillé, et puis je vais attaquer mon manuscrit numéro 12. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment, mais les choses continuent. 12, 12, un jeu de mots? Peut-être pas de jeu de mots à chaque fois, peut-être pas, mais en tout cas, oui, je suis content de savoir que ma carrière continue dans ce milieu-là, oui. Et si tu devais dire un mot pour conclure? Un mot, un seul mot? Ah, une phrase? Allez, une phrase. euh, Continuons à lire, continuons à rêver. Merci beaucoup. Merci.